Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la rentrée scolaire. Et qui de mieux pour en parler que le recteur de notre plateau, Gilles Albou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Pour cette rentrée sur KTV. Merci, merci. Alors on le sait, c'est la rentrée. Vous avez fait la semaine dernière le tour des différents établissements scolaires. Est-ce que tout est prêt ? Alors, écoutez, suivant les endroits, il y a encore évidemment des travaux qui ne sont pas complètement terminés. Vous savez que la pré-rentrée, celle des enseignants, c'était vendredi et encore aujourd'hui. Donc je continuerai à aller sur le terrain. Je serai dans quelques heures sur la petite terre, là aussi pour échanger avec les équipes, saluer aussi les élus. Ce qu'on voit, c'est qu'évidemment cette rentrée, elle a été anticipée depuis plusieurs mois. Et je tiens à signaler quand même que les communes ont vraiment joué le jeu. On était évidemment un peu méfiants, mais des travaux d'agrandissement ont pu être faits, beaucoup de travaux de sécurisation ont pu être faits. Moi, je retiens des visites que j'ai faites sur le terrain aussi, que un certain nombre de communes demandent encore à être accompagnées pour des dossiers de travaux qui ont été déposés. Ça me justifie d'autant plus les moyens supplémentaires qui vont être mis sur la table dans les semaines prochaines avec l'AFD, l'ADA, donc la préfecture et l'association des maires. Nous allons signer une convention pour la mise en œuvre d'un renfort en personnel et en ingénierie pour les communes. Je fais juste évidemment un peu de teasing, comme on dit en bon français, sur cette convention, avec évidemment des dotations supplémentaires accordées par l'État via le ministère des Outre-mer. C'est la première chose que je retiens, un besoin de renforcer encore ces communes en ingénierie, de les accompagner dans leur dépôt de dossiers. Moi, ce que je vois, c'est que maintenant, il y a beaucoup de projets, des projets de construction d'écoles, certes, mais aussi beaucoup de projets de rénovation, de construction de cuisine pour avoir une meilleure restauration pour les élèves. Donc pour cette rentrée, on a quelques retards avec des travaux qui ne vont pas être complètement finis. J'étais dans le sud, à Kanikeli, à Bouéni, avec quelques écoles qui n'ouvriront qu'avec 2 semaines de retard. Donc là, on est en train de réorganiser les choses pour que les familles n'en pâtissent pas, pour que les élèves puissent quand même être accueillis pendant ces 2 semaines et que, évidemment, il n'y ait pas trop de soucis. Vous avez signalé aussi dans votre flash la question du recrutement des contractuels. Oui, justement, donc vous savez que vous dites 50-50 plus ou moins. Voilà, donc vous savez que dans le second degré, on pâtit, on va dire, toujours du manque d'attractivité. Donc on y a travaillé. On a beaucoup discuté de ceci avec les organisations syndicales pour renforcer les mesures d'attractivité. Je pense notamment à l'indemnité de suggestion géographique, l'ISG, pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux titulaires, et puis aussi toutes les mesures qu'il va falloir qu'on développe et qu'on déploie pour, on va dire, faire en sorte que les collègues qui sont déjà sur le territoire aient envie d'y rester. Donc des mesures d'attractivité, mais de stabilisation. Donc ça va être l'enjeu majeur des prochaines semaines. Vous vous souvenez que avant les vacances, nous avons beaucoup communiqué sur notre feuille de route et les organisations syndicales, à juste titre, sont impatientes que cette feuille de route soit rapidement mise en œuvre. Donc on sait qu'on a très peu de temps, très peu de mois avant le début de la campagne présidentielle, et on sait que derrière, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux financiers et aussi réglementaires. Ça risque de changer quelque chose pour la feuille de route quand vous dites qu'il y a une élection qui va arriver en avril. S'il y a un nouveau président, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une nouvelle direction sur cette feuille de route ? On peut toujours l'imaginer. Il peut y avoir un gouvernement, mais cette feuille de route, elle décline localement, évidemment, le Grenelle de l'éducation qui était voulu par notre ministre Jean-Michel Blanquer. Donc, évidemment, nous, tout ce que nous voulons, là, c'est que dans les semaines et dans les mois à venir, tout ce qui est dans cette feuille de route soit déjà lancé. Donc on va tous se mobiliser pour incrémenter le plus rapidement possible toutes ces mesures. Alors pourquoi je parle de ces mesures ? C'est parce que évidemment, plus nous avons sur le territoire d'enseignants titulaires, mieux c'est pour la stabilité. Et puis ces titulaires aussi, plus nous pouvons
mieux nous pouvons les accueillir et ensuite, évidemment, les rémunérer correctement pour qu'ils puissent rester même au-delà des 4 ans, puisqu'on sait que ceux qui viennent de l'extérieur ne bénéficient plus d'indemnité de suggestion géographique au bout de 4 ans, eh bien c'est un facteur de stabilité. Et je ne parle pas du premier degré, puisque vous m'interrogez sur le second degré, mais dans le premier degré, on a aussi la question des personnels mahorais qui ont leurs attaches sur Mayotte et qui, eux, de toute façon, ne bénéficient pas de cette indemnité et pour lesquels, évidemment, il faut qu'on déploie des mesures, là aussi, de stabilisation. J'ai bien entendu les organisations syndicales qui sont impatientes et donc nous allons y travailler. Donc tout ça pour dire que sur cette rentrée, nous continuons évidemment à être vigilants. Vous le disiez, les organisations de parents d'élèves sont venues me rencontrer il y a un peu plus d'une semaine pour évoquer la situation de la rentrée. Donc je leur ai donné les chiffres qui remontent maintenant à pratiquement 2 semaines, qui faisaient état sur le second degré de 80 postes pour lesquels nous étions encore ça en attente. Ça fait couler pas mal d'encre sur les réseaux. Oui, alors attendez. 80 personnes. Alors oui, alors disons que c'était à l'époque, je leur disais, on est encore en train de recruter les 80 derniers, et donc ce qui a rassuré d'ailleurs les parents d'élèves en se disant 80 sur tous les personnels. Je pense qu'on n'a pas beaucoup vu de rentrée, on va dire, aussi préparée en amont. Ceci dit, entre-temps, on a recruté, et puis ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est que évidemment tout ceci n'est pas tombé dans l'oreille de sourd, et donc évidemment les parents ont dit il reste encore 80 places, que ceux qui veulent déposent leur dossier de candidature. Non, on a eu beaucoup de dossiers, les inspecteurs sont en train d'étudier les derniers dossiers. Alors peut-être qu'ici et là il manquera encore à la rentrée 1 ou 2 enseignants, mais j'ai envie de dire, comme n'importe quelle semaine classique comme dans n'importe quelle, on va dire, structure, et il y a toujours des personnels qui sont absents, soit parce qu'ils sont malades. Là, on connaît les problèmes de transport, et puis il y a aussi évidemment des questions de recrutement spécifiques aussi sur des disciplines qui sont particulièrement déficitaires même au niveau national. Mais on devrait avoir quand même mardi une rentrée la plus normale possible. Je rassure aussi tout le monde, si dans un établissement il manque 2 ou 3 enseignants, on va dire on sait accueillir les élèves dans des bonnes conditions. C'est pas satisfaisant évidemment si les enseignants sont absents sur le long terme, et c'est bien pour ça que nous faisons tout pour que tout le monde soit recruté évidemment pour la rentrée. Un souci que beaucoup se posent, évidemment, c'est la sécurisation des gamins quand ils vont arriver. Vous avez beaucoup travaillé durant cet été pour ça. Qu'en est-il de la sécurisation ? Oui. Alors, je reviens quand même sur la question des personnels. Oui. Le chiffre 80, là, on doit être à peut-être une trentaine. Vous avez dit, ça veut dire, ce que je disais à votre journaliste, on doit être à 0,5%. Sur les 6500. Voilà, donc, on n'est pas, on va dire, en pénurie, et on est en ce moment plutôt en train d'étudier justement les dossiers pour recruter les enseignants adéquats. Sur la question de la sécurité, vous avez raison de le rappeler, ça nous a fait, ça nous a beaucoup mobilisé pendant ces vacances, et avec la question de la sécurité, la question aussi évidemment des transports scolaires. On sait qu'on a aujourd'hui donc un nouveau régulateur, on a donc à la rentrée beaucoup plus de bus, et des bus qui vont être eux-mêmes sécurisés avec des renforts sur les fenêtres, un suivi GPS, et puis une grande mobilisation aussi des forces de l'ordre. J'en profite aussi pour dire que ici ou là, on a des interrogations des familles sur les trajets des enfants qui parfois traversent des quartiers entre guillemets rivaux. J'entendais votre débat tout à l'heure. C'est évidemment à la fois la responsabilité des familles d'accompagner leurs enfants, et le maire de Mamoudzou l'a suffisamment répété, vous vous souvenez, il y a quelques mois, et puis la responsabilité de l'État et des élus en général de faire en sorte que nos routes soient sûres pour les enfants et aussi pour les transporteurs. Je me permets aussi quand même de les saluer, parce que eux, chaque jour, ils sont confrontés à ces situations. Donc les moyens, les forces de l'ordre et les renforts sont
seront déployés aussi le jour de la rentrée. Cette question, on va dire, de la violence, on y répond par l'éducation. On y répond par l'éducation nationale au quotidien. C'est l'enseignement qu'on fait dans nos établissements, c'est l'épanouissement de nos élèves, c'est aussi leur ouvrir des portes d'insertion, et puis c'est aussi les valeurs de la République qu'on transmet là aussi dans nos établissements. Et puis c'est aussi la continuité éducative. Donc le travail qu'on doit faire et qu'on doit renforcer partout, localement, avec les associations de parents, les associations sportives, culturelles, travailler avec justement toutes ces bonnes volontés qui parfois ont du mal à se structurer. Vous savez que maintenant, notre ministère, c'est le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc nous avons en charge cette structuration du monde associatif au sens large, culturel, sportif en particulier. Et je pense qu'aujourd'hui, on se doit de soutenir les petites associations, celles de quartier qui font du travail de terrain, qui accompagnent les élèves dans la réussite éducative, dans l'aide aux devoirs, vous en parliez avec vos invités aussi, qui accompagnent les parents, donc développer encore plus l'école des parents, que ce soit dans nos établissements ou à l'extérieur des établissements, sur l'alphabétisation pour aider aussi les parents à mieux accompagner leurs enfants. Donc ça fait partie aussi de nos missions. Et puis, vous savez, nous avons aujourd'hui une rentrée prudente, mais une rentrée tournée vers l'avenir. On a pour cette rentrée de nombreux projets, des projets pédagogiques qu'il va falloir qu'on développe. J'en ai souligné quelques-uns auprès de certains de vos confrères. Pour nous, l'important, c'est de continuer à travailler sur la différenciation pédagogique. On sait qu'on a des classes très hétérogènes, des établissements très hétérogènes, et donc il faut accompagner chaque élève suivant ses forces et ses faiblesses. Suivant ses faiblesses, et pour tous ceux qui sont encore en difficulté avec l'apprentissage du français notamment, ou qui ont des retards, les prendre à part et faire en sorte qu'ils soient remis à niveau et qu'on ne traîne pas d'année en année des retards. Et on le voit malheureusement encore avec des élèves qui arrivent en fin de collège avec toujours des retards d'apprentissage sur le français. Donc des moyens supplémentaires et conséquents vont être mis en place à la rentrée, et aussi accompagner justement ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui sont déjà dans une trajectoire d'excellence aspire à continuer leurs études dans les meilleures écoles. C'est l'objet des cordées de la réussite et de tous les dispositifs d'excellence qu'on va ouvrir dans nos collèges et lycées, avec une attention toute particulière à cette rentrée sur les langues. Alors vous savez qu'on a beaucoup fait à la fin de l'année, on a communiqué là-dessus sur les partenariats avec Sciences Po, sur les sections sportives, sur les classes à horaires aménagés musique. Et donc cette rentrée, et vous savez que la France va avoir la présidence de l'Union européenne à partir de janvier, et rappeler l'importance de l'apprentissage des langues. Les langues, on va dire évidemment classiques, l'anglais, l'espagnol, les langues aussi de la région, et aussi à terme les langues régionales, puisque nous avons signé une convention avec le conseil départemental pour que le Chimarrão et le Kibushi fassent assez rapidement aussi l'objet d'apprentissage. Avant de parler de la rentrée au niveau sanitaire, un mot, monsieur le recteur, sur le contrat que vous avez signé l'autre jour. C'est la une de France Matin de l'autre jour. Ce contrat de plusieurs millions, voilà, rectorat met 3,5 millions sur la table pour informatiser les écoles. Ça, c'est un immense pas. Hein. Alors, c'est pas le rectorat tout seul, hein, c'est évidemment l'État, et derrière l'État aussi l'Union européenne, dans le cadre du plan de relance. Oui, nous avons eu la chance à Mayotte d'être particulièrement accompagnés. Donc, il faut saluer là aussi l'action du gouvernement qui a compris qu'il y avait des retards à combler sur les territoires d'outre-mer et à Mayotte en particulier, puisque toutes les demandes qui ont été faites par les communes, hein, sur les 17 communes, 15 communes nous avaient sollicité dans le cadre de cet appel à projets pour la numérisation des écoles, et tous les projets ont pu être financés. Donc maintenant, nous accompagnons les communes, et c'était l'objet de la signature de ce contrat, pour derrière déployer les dispositifs. Et en parallèle, et c'est important, nous allons aussi former les enseignants du premier degré au bon usage de ces outils numériques. Ça me permet aussi de mettre l'accent sur la formation. On sait que sur cette académie, il y a beaucoup à faire sur la formation initiale et la formation continue de nos enseignants. Donc sur la formation initiale, vous savez qu'on déploie au niveau du centre universitaire, évidemment, les
concours de recrutement des enseignants du premier degré et maintenant du second degré. Je le dis toujours, ce sont des concours qui n'ont de spécifique que le fait que la première affectation est à Mayotte, sinon c'est le même statut que pour n'importe quel enseignant. Et puis derrière, il faut aussi qu'on continue à se mobiliser sur la formation continue de nos enseignants. Il y a le plan mathématique, le plan français, il y aura le plan numérique pour le premier degré et aussi renforcer de manière générale la formation continue de tous nos enseignants. Et pour ça, des moyens, et je le dis, des moyens vont être mis sur la table, on aura l'occasion de communiquer là-dessus. Donc ça fait beaucoup de moyens, vous allez me dire, parce que pour cette rentrée, je le dis quand même, parce qu'on dit on ne fait pas beaucoup pour Mayotte, sur l'ensemble des supports que nous ouvrons et des moyens supplémentaires, on a 155 postes en plus pour le premier degré, 110 postes en plus sur le second degré. Sur les services civiques, on va pratiquement doubler le nombre, on va faire un gros effort aussi là-dessus. Nous aurons plus d'infirmières aussi et justement, vous allez m'interroger sur le contexte sanitaire. Ce sera très important dès la rentrée d'être mobilisé sur les tests, d'être aussi mobilisé sur le déploiement du protocole sanitaire. Justement, ce protocole sanitaire, Jean-Michel Blanquer l'a expliqué dans le JDD notamment de dimanche, que voilà, c'est dans les grosses lignes, le port du masque il est obligatoire, mais comment ça va se passer pour tous les gamins? Est-ce que le protocole sera strict, pas strict? Comment ça va se passer? Alors vous savez que le protocole sanitaire de l'éducation nationale est à 4 niveaux, vert, jaune, orange et rouge. Là, c'est le 2. Même si à Mayotte, nous sommes dans le vert, avec un taux d'incidence autour de 25 pour 100 000 habitants, nous avons décidé de nous aligner sur celui de la Réunion et sur celui qui sera certainement appliqué, on verra à la rentrée au niveau national, c'est-à-dire le niveau 2, le niveau jaune, pour rester en vigilance, donc avec le port du masque pour tous les élèves à partir du CP en intérieur. En extérieur, c'est le régime général pour toutes les activités à l'extérieur. C'est aussi la restriction d'un certain nombre d'activités physiques et sportives en intérieur, en limitant les contacts justement dans les activités sportives en intérieur. C'est aussi un renforcement des lavages et des surfaces dans les écoles, collèges et lycées, plusieurs fois par jour et pas uniquement une seule fois. Et puis aussi toutes les mesures de renforcement de gestes barrières, lavage des mains, tout ce qui va concerner aussi l'aération. Donc on a fait un audit, on en avait discuté avec les organisations syndicales ces derniers mois pour vérifier le bon fonctionnement là aussi des NACO et des aérations. On va avoir un CHSCT cet après-midi qui va certainement aussi contribuer à affiner un peu notre protocole pour qu'on soit bien calé pour les prochains jours. Et puis toujours notre cellule locale de suivi des cas contacts, parce que nous avons donc fait là aussi des recrutements supplémentaires autour du médecin conseiller pour suivre les éventuels cas contacts. Vous savez que dès qu'il y a un cas positif dans une classe, si c'est dans le premier degré, on ferme la classe et tout le monde est isolé pendant une semaine. Sur le second degré, les choses sont plus compliquées parce que la notion même de classe avec les options, avec les spécialités est plus compliquée. Et donc chaque cas est étudié comme on le faisait avant par le médecin conseil et sont isolés tous les cas contacts à risque et oui, qui eux c'est ça restent la polémique, isolés. Gilles Albou. Il n'y a pas de polémique puisqu'on le faisait avant. Oui, mais ils disent que les vaccinés, en tout cas c'est ce qui est expliqué, Alors, les vaccinés peuvent rester en classe et les non-vaccinés doivent sortir et faire une septaine. C'est l'info qu'on alors, on a beau d'ailleurs, on s'est expliqué avec les parents d'élèves qui, je pense maintenant, donc ont une vision claire de la situation et ça nous donne l'occasion, le fait d'être ici, de préciser les choses. Nous restons évidemment sur le même type de réaction qu'avant les vacances. Donc sont isolés tous les cas contact à risque, c'est-à-dire les élèves qui ont été particulièrement en contact avec l'élève qui était positif. La seule chose qui change, c'est qu'évidemment dans les mesures de retour, on connaissait évidemment l'obligation de se faire tester quand on était cas contact à risque. Évidemment, pour les élèves qui sont vaccinés, et ça, il faut aussi le marteler, la vaccination réduit, on va dire, le risque de diffusion, de contamination. C'est un élément parmi les autres. Donc aujourd'hui, on ne dit pas
les élèves vaccinés, de toute façon, ils peuvent rester. Non, s'ils ont été vraiment cas contact à risque, s'ils ont été particulièrement... Donc elle avait dit, ceux qui sont vaccinés, ils restent à l'école. Donc ceux-là, de toute façon, il faut aussi regarder à chaque fois la situation. Et on ne dit pas non plus que ceux qui ne sont pas vaccinés doivent forcément être isolés. Donc tout ceci, c'est plus nuancé. C'est beaucoup plus nuancé. C'est un facteur parmi d'autres. Il n'y a pas d'ostracisme. On l'a bien précisé aux parents. On va à nouveau le repréciser cet après-midi. Mais par contre, et je tiens à le dire, c'est un élément parmi d'autres. Aujourd'hui, comme le port du masque, comme aussi le respect des gestes barrières de manière générale, donc le lavage des mains, etc. Donc si toutes les précautions ont été prises par un élève, évidemment, il pourra rester. Et le fait d'être vacciné, et d'ailleurs il faut le marteler, n'empêche pas ne doit pas empêcher de suivre aussi toutes les autres recommandations, parce qu'on se peut là aussi se mettre en difficulté, même si on a été vacciné. Donc c'est un élément parmi d'autres. Mais c'est aussi un élément. Et donc, nous, on doit rappeler quand même, et là, les chiffres sont têtus, et que, évidemment, la vaccination diminue les risques d'attraper des formes graves. On le sait, on a 10 fois plus de chances d'aller quand même en réanimation quand on n'est pas vacciné que quand on est vacciné. Ça ne veut pas dire, à nouveau, que si je suis vacciné, je n'irai pas en réanimation. On a des cas, on va dire, de personnes vaccinées qui sont en réanimation, et ça ne veut pas dire non plus que si je ne suis pas vacciné, je vais forcément y aller. Donc, c'est toujours important pour nous de rappeler cette nuance, de continuer à avoir cette communication à la fois bienveillante et évidemment très prudente et rationnelle. Se dire, voilà, on met toutes ces données à disposition des uns et des autres, et une famille qui aujourd'hui est encore très réticente à la vaccination, eh bien elle doit encore plus se protéger. Mais ça, je pense que tout le monde l'a compris, c'est que si on n'est pas vacciné, pour telle ou telle raison, et ça peut être aussi des bonnes raisons, on va dire, autres de santé ou de peur, d'allergie, etc. Dans ce cas-là, il faut être d'autant plus prudent. Pour l'instant, on est à 30% de taux de vaccination. Oui, et donc ça me donne l'occasion aussi de dire que nos établissements, comme nous l'avions fait avant les vacances, mais cette fois-ci avec un renforcement de la communication, et tout ça a été vu avec les familles. Donc dans les établissements, nous ouvrirons des centres de vaccination. Je me souviens que la dernière fois, on avait peut-être manqué de travail de communication à destination des familles dans, on va dire, toutes les langues, et en précisant bien que la vaccination n'était pas obligatoire. Donc on a travaillé à l'époque. Oui, et c'est vrai que les organisations syndicales nous ont dit on aurait aimé être associés parce que ça aurait été mieux de bien communiquer vers les familles en disant la vaccination n'est pas obligatoire, mais évidemment elle est fortement conseillée, et donc vous avez le choix de faire vacciner vos enfants ou de ne pas les faire vacciner. Donc tout ceci va être bien précisé. Donc ces centres de vaccination qui vont être ouverts, c'est juste rapprocher cette possibilité d'un public cible, que ce soit pour les élèves, mais aussi pour l'ensemble des personnels qui n'ont pas forcément toujours la possibilité de prendre sur leur temps extérieur pour aller se vacciner, surtout à un moment où on reprend les activités pour nous en présentiel. Donc on est sur place, on peut être vacciné sur place, ou on peut décider de ne pas être vacciné. Dernière Tout ça question, a été bien précisé. Monsieur le recteur, dernière question, et après il faudra qu'on conclue. Si un enseignant refuse d'être vacciné, est-ce qu'il risque, comme un pompier, de se faire mise à pied, ou est-ce qu'il pourra continuer à enseigner? Pas du tout. Donc on n'a pas, on va dire évidemment, on n'a pas cette contrainte dans l'éducation nationale, que ce soit pour les enseignants, et il n'y a pas non plus, entre guillemets, de passe sanitaire pour les élèves. Donc pour rentrer ou pour revenir, on ne demande pas de passe, ni pour les élèves, ni pour les adultes. Et là aussi, j'ai envie de dire, on est dans la rationalité, c'est-à-dire que les chiffres sont ce qu'ils sont. Et d'un autre côté, on n'a pas non plus, nous, envie d'avoir des personnels particulièrement angoissés à l'idée d'être vaccinés si vraiment aujourd'hui, ils ont encore des grands doutes. Moi, ce que je dis à chacun, c'est que, évidemment, il faut prendre le maximum de recul avec tout ce qui se dit pour et contre, et je dis bien pour et contre sur les réseaux sociaux, parce qu'on est toujours dans l'excès.
chacun évidemment doit regarder les choses avec le recul qu'il faut et ensuite prendre les décisions en son âme et conscience. On est dans un pays qui est quand même, on va dire, héritier des Lumières. Donc pour nous, le débat, c'est dans notre ADN, c'est important. Moi, je serais vraiment très, très déçu presque s'il n'y avait pas ces débats autour de la vaccination aujourd'hui comme il pourrait y en avoir autour d'autres sujets. C'est notre ADN, mais on est aussi dans ce pays issu des Lumières, un pays, on va dire, rationnel. Donc il n'y a pas, on va dire, de lois qui nous viennent des écrits sacrés ou d'une seule personne. On est en démocratie, donc chacun peut exprimer ses doutes. On en discute et ensuite on décide. Et si des mesures doivent s'appliquer à l'ensemble de la population, et c'est un sujet de philosophie presque pour nos élèves qui commencent en terminale, c'est où s'arrêtent les libertés individuelles quand évidemment elles s'opposent à la sécurité collective. Eh bien ça, ce sont nos élus qui le décident. Et de ce point de vue-là, il y a plein de sujets. Est-ce que je peux circuler librement dans la rue sans masque, sans être vacciné, sans rien, sachant que je peux contaminer les autres? Eh bien, c'est à ce moment-là que les politiques mettent ces limites. Ça sent les sujets de philo, là. Et ça, c'est un sujet qui, d'ailleurs, traverse l'histoire, qu'on peut se poser, et traverse aussi les pays. Si je peux me permettre, moi, quand j'étais plus jeune, on posait la question sur la ceinture de sécurité. Voilà, est-ce qu'il faut la mettre, est-ce qu'il ne faut pas la mettre? Eh bien, le rapport entre le coût, entre le bénéfice et le risque fait qu'aujourd'hui, on impose, là pour le coup, le port de la ceinture de sécurité à tous les automobilistes, parce que c'est aussi le devoir de l'État de rappeler les conduites à tenir pour sa bonne sécurité. Espérons qu'il n'y aura pas de sortie de route. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'être venu ce matin. Tout est clair, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.